Nouvelle session d'information sur Moto TV, mesdames, messieurs, un seul titre à la une. Les 2 jours sans taxi décrétés par le réseau des taximens du Congo Retaco, section de Butembo, ont pris fin ce mardi 19 juillet. Cette corporation parle d'une mobilisation réussie. Les taximens promettent de passer aux actions de grande envergure si le gouvernement n'apporte pas des solutions idoines à la crise sécuritaire et économique qui sévit dans la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu en particulier et en général dans l'est du pays. Les rues de Butembo ont été encore une fois de plus laissées aux engins des particuliers ce mardi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. 2e jour sans taxi-moto en ville de Butembo ce mardi 19 juillet. Les réseaux de taximens du Congo Retaco, section de Butembo, se félicitent de la mobilisation réussie lors de cette protestation. Jérôme Maloulé, président de cette association, précise que ces 2 journées visaient à rendre hommage à leurs membres victimes de la sécurité et une manière d'interpeller la conscience des autorités à restaurer rapidement la sécurité dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Suivez ce reportage rendu par Grace Kakoko. À ces 2e jours sans taxi-moto, les rues et avenues de Butembo n'ont pas vu circuler des hommes en gilet. Même les centres-villes où ces engins effectuent de courses sans arrêt, seulement quelques engins de particuliers ont été visibles. Une situation similaire à celle de lundi, une manière pour les taximens de combattre avec les victimes des affres de l'insécurité, bien plus, interpeller la conscience des autorités en charge de la sécurité pour garantir la protection de la vie de la population civile. Le réseau des taximens du Congo au Grand Nord, qui a appelé à cette expression, parlait d'une mobilisation réussie. De pouvoir évaluer les 2 jours qui ont réussi d'ailleurs à 98%, c'est-à-dire le maximum, c'est donc la distinction que nous avons pu constater, bien qu'on ne peut pas se dire quelqu'un qui est en train de pleurer, est-ce qu'il faut qu'il évalue la façon dont il a pleuré? Bon, peut-être que ce n'était pas ça ce que nous voulons faire, mais au moins nous voulons évaluer l'activité que nous avons demandé en fait que nous puissions faire. Les 2% dont je venais de parler, et peut-être c'est le dérapage des uns et des autres, où on a vu certaines personnes qui ne sont même pas membres de notre corporation commencer à se métamorphoser en taximens, commencer à ériger des barrières dans certaines artères principales et aussi commencer aussi à tracasser aussi les passants parce que nous avons demandé à ce que nous, comme taximens, nous allons pleurer calmement à la maison, rester, déposer les motos, mais en autorisant à tout le monde de vaquer valablement, d'une manière libre à ses occupations. Nous avons dépêché nos services de discipline. On a constaté qu'il n'y avait même pas de membres de taximens qui commençaient à faire ça. Nous intentons des actions contre des personnes comme pareil. D'ailleurs, nous avons déjà arrêté 2 personnes qui ne sont même pas membres de notre structure. Ils seront vraiment punis conformément à nos principes et qui nous régissent. Pour prévenir des embuscades contre des taximens dans des axes routiers insécurisés, les membres de la direction Retaco ont recommandé au gouvernement d'organiser au sérieux le système des convois. Nous allons demander à nos clients de nous comprendre à juste valeur. Parce que quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un a perdu le sien, il n'a qu'à rester à la maison en train de pleurer. Mais le temps pour nous de dire à l'autorité, n'est-ce pas, au gouvernement, vraiment de nous remettre la paix, rien que la paix. Là, on a déjà instauré ce qu'on appelle le convoi, où les militaires ne cessent de sécuriser les passants. Mais pourquoi ne pas instaurer aussi là des zones où on constate qu'il y a de l'insécurité? Je préfère qu'il faut qu'on mette aussi le même système, qu'on sécurise nos biens. Vétère Jérôme Maloulé. Le réseau des taximens du Congo, Retaco, promet de mener des actions de grande envergure si le gouvernement tarde à fournir des solutions idoines à la crise sécuritaire et économique qui sévit dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu et l'ensemble de la partie est du pays. Parlons éducation, baisse du taux de réussite des élèves de la province éducationnelle Nord Kivu 2 à l'examen d'État comme constaté l'an dernier. Le chef des travaux, Roland Moupita, pense que c'est l'une des conséquences de l'insécurité qui sévit dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, mais aussi la prise en charge médiocre des enseignants par le gouvernement congolais. Pour relever ces défis, ce préfet d'école secondaire appelle les acteurs et les partenaires de l'éducation, chacun à donner sa part
et s'approprier la responsabilité d'améliorer la qualité de l'enseignement. Suivez ce reportage de Luciana Mousseviroa et Delphin Voyer rendu par Francine Mousseau. Au cours d'une interview accordée à la Moto TV dans son bureau, le préfet de l'Institut François d'Assise a indiqué que la cause proche des échecs de nombreux finalistes de la province éducationnelle Nord-Kivu à l'examen d'État, c'est les contextes socio-sécuritaires difficiles qui règnent dans la partie grand nord de la province Nord-Kivu. Mais il note comme cause principale les mauvaises conditions de vie des enseignants prises à charge fugitivement par les gouvernements. L'État doit assurer, n'est-ce pas, la sécurité à tout le monde, aux enseignants, à tous les citoyens. Tous les citoyens ont besoin de la sécurité, de la paix. Ça, c'est un problème. Toutes ces agitations auxquelles nous sommes soumis, eh bien, ne nous arrangent pas. Donc l'État devrait s'arranger pour nous procurer, pour nous garantir cette paix-là. Le chef des travaux, Roland Moupita, a regretté que certains enseignants de la région ne se concentrent plus à leur carrière. Il signale que nombreux s'occupent de plusieurs métiers à la fois pour nouer les 2 bouts du mois, ce qui favorise une prise à charge légère des finalistes dans nombreuses écoles secondaires. Ces enseignants ne sont pas des éducateurs, comme je l'ai dit, ce sont des amateurs. Parce que, en réalité, ils ont besoin du lucre. Et le lucre, ils ne l'ont pas à partir des parents. C'est un problème. Et on a des difficultés à encadrer de tels enseignants. Ce sont des amateurs, ce sont des mercenaires qui se retrouvent, n'est-ce pas, devant les élèves, en train de s'occuper des élèves à leur manière. À leur manière. Comme erreur des élèves dans leurs échecs, cet enseignant de français depuis plusieurs dizaines d'années reproche aux finalistes leur dépendance des téléphones qui intègrent l'Internet et les applications diverses. Une technologie qui n'utilise rien que pour s'amuser, regrette le CT Moupita. Eh bien, les élèves sont aussi responsables de leur propre échec. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme courant, comme modernisme, avec tout ce que la technologie nous propose, nous avons aussi affaire à des élèves presque inconscients. Des grands inconscients qui sont là, qui n'étudient pas, qui arrivent à l'école à retard, qui sont indisciplinés. Des élèves qui, jusqu'à la dernière année de leurs études secondaires, n'ont jamais lu un seul roman. Ils ne lisent pas, ils ne savent pas ce que c'est que l'imprimer. Ce sont des petits bandits en réalité que nous encadrons et qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Pour relever ces défis, ces responsables d'une école secondaire appellent les enseignants, les parents, les gouvernements et les élèves eux-mêmes, chacun à son niveau, à donner sa part pour l'amélioration de la qualité de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse. Je pense que si nous voulons sauver quelque chose, il faut encore revisiter ces instances-là dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire l'État, les enseignants et les élèves. Les parents aussi naturellement. L'avenir sera incertain si ces 3 instances, si pas 4, ne prennent pas conscience. S'ils ne décident pas de refaire l'homme, s'ils ne décident pas de refaire l'éducation, si l'État ne décide pas d'organiser aux besoins des états généraux pour l'éducation, des états généraux qui permettront de penser, de repenser encore l'éducation. Sinon, nous sommes en train d'aller droit vers un mur de ciment et auquel nous allons buter et nous allons nous retrouver dans une très grande incertitude, dans un grand flou inexplicable. Lors des cérémonies d'élancement des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2021-2022, lundi 18 juillet 2022, le responsable de la province éducationnelle Nord-Kivu a déclaré que les taux de réussite des élèves finalistes de l'entité a baissé de plus de 20% pour ces 2 dernières années. Un défi que les élèves sont appelés à relever à partir de cette année scolaire.
Mesdames et messieurs, vous allez corriger avec nous que les taux de réussite a baissé plutôt de plus de 30% et non 20%. Parlons environnement à présent, lutter contre la déforestation en produisant du biogaz artisanal pour des ménages. C'est la solution que propose l'Institut national des préparations professionnelles INPP à la communauté de Butembo et environ à travers le projet innovant sur l'énergie renouvelable en vue du renouvellement de l'écosystème Pierre en sigle. Le chef de liaison de l'INPP section de Butembo, Adolphe Capitula, est convaincu que cette solution va contribuer au développement de la ville de Butembo. Suivant une démonstration des bienfaits de ce gaz dans ce reportage de Delphin Voya et Eugénie Moussivira. Dans cette concession de la ferme de l'Itave se trouve une des centrales artisanales des biogaz de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. C'est sur ce même site qu'est entretenue une ferme qui produit de la matière première, les bousses des vaches qui donnent du biogaz. Dans ces hangars est stockée cette bouse qui est prête à être conduite dans la voie d'entrée pour la mélanger avec de l'eau. C'est le lancement du processus de production du gaz. Après cette phase, cette bouse est conservée pendant 48 jours avant de produire du gaz. Comme c'est une centrale, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties, ok? Et ici, on va parler bien sûr des 4 parties, 4 grandes parties, ok? À commençant par le collecteur de déchets. Et donc, c'est ici où on met tout ce qui est déchets pour l'alimentation de la centrale, ok? Alors, après avoir alimenté la centrale, ça signifie qu'on s'attend juste à la grande partie, la plus grande partie de la centrale qui est le biodigesteur. Et c'est dans cette partie-ci que se trouve en fait, là où se passe en fait le grand processus de la méthanisation. Ça signifie les déchets se décomposent, ok, et il y a production du gaz, du biogaz. Et après cela, il faut bien sûr qu'on puisse atteindre le résultat. Il faut voir justement la sortie de ces déchets parce que ça ne peut pas justement disparaître dans la centrale. Ils font bien sûr une sortie et c'est de l'autre côté en fait. Une fois produit, ce gaz peut se conserver dans ses pneus. Là, il est prêt à être utilisé comme énergie. Ce gaz est servi d'ici par un tuyau appelé conduite à gaz. Servi, il attise la flamme sur le four à biogaz et cuit des aliments. Ici, à une autre centrale de biogaz de l'INPP, construite au quartier Bel Air, s'est fait une démonstration de cuisson sur l'énergie du biogaz. En une poignée de minutes, cette omelette a été servie à ceux qui sont venus vivre le bienfait du biogaz. Adolphe Capitula, chef de liaison de l'INPP section de Butembo, appelle la population à s'approprier ce projet. Il est certain que c'est une clé non seulement pour le développement de la ville de Butembo et environ, mais aussi une solution idoine aux problèmes de l'environnement. Nous aimerions que le plus grand nombre de la population de Butembo puisse commencer à utiliser ces gaz, parce qu'en utilisant ces gaz, ça va réduire la déforestation. Et nous, comme l'INPP, nous sommes en train de voir comment perfectionner toujours la production de ces gaz. Et comment s'approprier ça? En venant suivre la formation à l'INPP. Parce que quand vous suivez la formation à l'INPP, vous serez vous-même en mesure de vous construire une centrale. Et pour la jeunesse des œuvres, une fois que vous maîtriserez cette technique, vous aurez déjà de la matière. Et à chaque fois, on pourra peut-être vous solliciter pour construire des centrales et vous verrez comment vous prendre vous-même en charge. En plus de produire du biogaz pour les cuisines des habitants de Butembo et environ, l'INPP forme des jeunes ou autres personnes aux méthodes artisanales de production de ces gaz. La formation se passe en ville de Butembo, au quartier Kalemire, en cellule Voussia. Une quarantaine de personnes ont bénéficié de cette formation, selon l'INPP.
Parlons du sport sans tradition. La FIFA menace de suspendre le football congolais de toutes ses activités. C'est suite au détournement d'un fonds alloué par l'instance mondiale du football destiné au développement du football congolais. Le président intérimaire de la FECOFA, Donatien Timanga, tient constat Omari Assien, président de l'instance fêtière du football congolais pour responsable de cette magouille. Lors de sa sortie médiatique du lundi 18 juillet, le président intérimaire regrette que les sportifs congolais risquent d'être sacrifiés à cause d'un individu qui a géré la fédération comme son bien personnel. Donatien Timanga s'est confié à la presse de la cellule du ministère de Sport. Suivez. Moi, je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne peux pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsque vous avez bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pourquoi? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concernés parce qu'il a dit ça ne vous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il a fait avec cet argent. Alors finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Pour rappel, la FECOFA est toujours sous la tutelle de la FIFA depuis plusieurs mois en attendant l'élection des nouveaux animateurs. Parlons autre chose à présent. Les Léopards A' de la RDC ont entamé leur séance d'entraînement depuis lundi 18 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa. Ce mardi, 19 autres joueurs ont rejoint les 28 premiers. Cette vague porte l'effectif à 41 sur les 44 présélectionnés par le sélectionneur Otis Ngoma. Ils se rassemblent pour un stage à Brazzaville où la RDC devra affronter la République du Congo dans le cadre d'un amical. Une liste de 28 joueurs sera dévoilée à l'issue de ce stage pour les préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN, dont la RDC devra disputer la double confrontation contre le Tchad en début août prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.